Auriculaire donne la parole aux autrices de bandes dessinées. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire ? Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Lorena Canottiere est italienne, mais parle un français impeccable, comme vous allez pouvoir le constater. J'ai eu la chance de la rencontrer à Angoulême, lors du Festival international de la bande dessinée, où elle venait dédicacer son album, Verdad, paru en France en 2017, et qui a reçu le Grand Prix Artemisia en 2018. Lorena est autrice de bande dessinée et illustratrice. Nous avons parlé de Verdad, mais aussi des femmes, de leur place, de leur lutte et de liberté. Bonjour Lorena. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, nous enregistrons pendant le festival de la bande dessinée et tu as pu te libérer une petite heure pour que nous puissions discuter. Merci beaucoup. Peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a conduite à faire de la bande dessinée et de l'illustration ? Je suis partie avec une école, un lycée artistique. Mm-hmm. Et après de ça, j'avais beaucoup d'idées sur mon futur, surtout dans l'archéologie et dans le restaurant. La restauration ? La restauration de la sculpture. D'accord. Et puis, j'ai fait un coup de tête de folie. et comme ça, sans presque rien penser, je me suis inscrite dans une école de BD. Mais je ne suis pas très... j'avais pas, dans cet âge-là, lu beaucoup de BD. D'accord. Tu n'étais pas une grande lectrice de bande dessinée. Non, parce que j'avais seulement lu quand j'étais petite un magasin qui s'appelle Corriere dei Piccoli, qui était très belle en Italie. Mais c'est tout. D'accord. Et comme ça, j'ai fait ça un peu comme ça, d'instinct. Et là, c'était la magie, parce que j'avais pu réunir mon deux grandes passions, qui sont l'écriture et le dessin. Et le dessin. Ouais. Et puis, j'avais eu de grands profs, de maîtres très bravos. Et comme ça, j'ai continue. Et quand j'avais terminé l'école, c'est la période dans Italie, il avait fermé tous les magasins de BD et toutes les maisons d'éditeurs. Il y avait rien de BD. C'était donc à quelle époque, dans les années 90 ? Oui. D'accord. Donc il n'y avait plus de librairie, plus d'éditeurs de bande dessinée en Italie. Et comme ça, j'avais commencé à travailler avec l'illustration. Parce que c'est la seule chose que je peux faire. Et là, il y a été beaucoup d'années dans laquelle j'ai fait de petits BD pour des autres fanzines. D'accord. Et puis, quand Igor, il a commencé avec Coconino, il a repris un peu le monde du BD. De la bande dessinée. De la bande dessinée. Et j'ai montré un travail fait pour moi-même à lui. Mm-hmm. Il m'a dit, bon, ça va, est-ce que tu peux me faire une histoire plus longue, plus intime? Et ça, c'est parti. D'accord. Oui. Mais donc, tu as continué actuellement, tu fais de l'illustration et de la bande dessinée. Oui, j'ai fait tous les deux.
Et je suis aussi prof. Prof de dessin. Oui. De dessin, bande dessinée? Non, de bande dessinée. Bande dessinée. Oui, je suis heureuse de ça. Parce que c'est un travail que j'aime beaucoup et ça me donne la façon d'entrer tous les fois plus en profondeur. Plus profondément dans le travail. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, tu as publié un très bel album dont je suis fan, qui s'appelle Verdad, aux éditions ici même, donc qui a été traduit en français. C'est une histoire assez incroyable. C'est ce que je te disais en préparant l'interview. Moi, j'ai découvert une petite communauté qui, au final, a eu beaucoup d'importance dans l'art du XXe siècle, qui s'appelle Monte Verita. Monte Verita. Et qui était une société qui prônait le naturisme, le véganisme, l'amour libre. Voilà, c'est l'histoire de Verdad, qui est une petite fille dont on suppose que sa mère était dans cette communauté-là et on suppose qu'elle est née au sein de cette communauté, puis élevée par ses grands-parents. Elle va ensuite s'engager contre le franquisme en Espagne. C'est des histoires de femmes très fortes. Comment cette idée, cette histoire t'est venue? Ça a été un parcours très long parce que je ne suis pas partie de Monte Verita ou de la guerre d'Espagne. Je suis partie d'une autre histoire que je voulais raconter, que c'est une histoire racontée dans une chanson d'un groupe italien des années 70. 70, oui. Les Area. D'accord. Et qu'il m'a fait toujours de la curiosité parce que le texte, c'est très mystérieux. Mm-hmm. Il se comprend l'histoire, il ne se comprend pas. Et comme ça, j'avais découvert cette histoire que c'est parfait pour un BD parce que c'est une aventure très rocambolesque entre la troisième internationale à Moscou. D'accord. Mais là, il y avait deux personnages réellement vissuti, qui sont réels. Qui sont, oui, d'accord. Oui. Et une de ces deux personnages, il met dans la documentation, avançant avec la documentation, il m'est devenu, il est antipathique. Je ne le supporte pas. c'est à peau, cette antipathie. Je suis arrivée au point que j'ai compris que je ne pouvais pas écrire de lui. Parce qu'il était devenu insupportable pour toi. D'accord. Et comme ça, comme ça, j'ai abandonné cette histoire. Ce projet. Mais lui, il a été une grande amie de Otto Gross. D'accord. Que c'est un personnage fascinant. Oui. Et là, Otto Gross, il a habité un morceau de temps à Monte Verita. À Monte Verita. Et comme ça, j'ai découvert Monte Verita. De là, je suis passée aux guerres de l'Espagne, peut-être parce que pour moi, c'est parce que c'est mon vrai envie, besoin. C'est ce qui t'intéressait vraiment. Tu avais envie d'en parler. Oui, mais je ne le savais pas à l'avance. D'accord, c'est venu au fur et à mesure. Ça. Oui. D'accord, c'était le chemin. Oui. D'accord. Et donc, ces personnages de Verdad, de sa mère, de sa grand-mère, ça s'est imposé au fur et à mesure. Je crois que je suis allée parler surtout de femmes parce que dans la guerre d'Espagne,
les femmes, il y a eu beaucoup d'importance. Et ils ont, comment on dit quand on vit quelque chose? Ils l'ont vécu? Non, ils l'ont... Elles l'ont supporté, elles l'ont vécu, elles ont agi aussi sur la guerre. Non. Elles étaient actrices. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Dans la guerre d'Espagne, il y avait beaucoup de femmes qui ont eu un rôle important et dans le même niveau que les hommes. Et ce sont surtout des jeunes femmes qui ne connaissaient pas cette liberté et ce respect. Et comme ça, c'est aussi pour moi, surtout pour moi, très important d'aller parler de ça, de sa condition. Et j'ai aussi lu beaucoup de témoignages de femmes qui sont combattues aussi dans la résistance italienne et qui parlaient de la joie, de la félicité. Oui, de pouvoir faire des choses, de pouvoir choisir soi-même, agir sur son destin, ses compagnons, sa vie. Et comme ça, et puis la guerre d'Espagne, c'est encore plus que la résistance en Italie, parce que là, il y a des femmes qui vont combattre avec le fusil dans les trincées, dans le front. Et puis, il y en a eu aussi qui sont arrivés à être des... Non, pas des généraux, mais des... Oui, qui ont eu un grade, une reconnaissance des hommes. Oui, ok. Et ça, c'est important de le dire, surtout maintenant que j'espère qu'en France c'est mieux, mais en Italie, il y a une situation pour les femmes qui n'est pas très, très belle. On est retourné dans le passé. Oui, ouais. C'est un retour en arrière. Oui. C'est important de parler à les filles d'aujourd'hui. Qu'il y avait une autre façon de vivre, qu'ils pouvaient se prendre sa vie. On peut y revenir, mais il faut lutter. Il peut lutter. Alors en France, c'est pas facile non plus. Je ne peux pas comparer avec l'Italie parce que je ne sais pas comment c'est exactement en Italie, mais ce n'est pas facile non plus en France. Et oui, c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie c'est un message que tu as envie de faire passer aussi pour les jeunes filles. Comme ça, je suis très heureuse quand je vais parler de ce livre avec les garçons et les filles jeunes dans l'école, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société qui donne à eux seulement des types de vie très rigides, très pauvres. Aussi des idéaux, non? Aussi des idées d'indépendance. Et Monte Veritas, c'était une utopie aussi. Oui. Alors, il faut préciser quand même que ça a vraiment existé et qu'il y a effectivement Isadora Duncan qui a fait un séjour. Il y a Hermann Hesse, Picabia, Kandinsky. Donc c'était en 1900, dans les années 1900. Donc dans les premières années. C'était vraiment des précurseurs. Et oui, tu as le sentiment qu'on a un peu un retour en arrière. Par rapport à toutes ces idées de liberté. J'ai cette impression, et dans le même moment, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ils cherchent ces choses-là, ils font des communautés comme ça, ils vont dans la montagne ou dans la campagne pour vivre dehors de la société, de la ville. Et créer une autre société avec des autres plus de liberté. Règles, plus de liberté. Dans les choix quotidiens.
Et comme ça, aussi ça, comme la guerre d'Espagne, je pense qu'il y a des liaisons très proches avec les contemporains. Parce que les choses que les personnes ils voulaient trouver, ils cherchaient dans Monte Verita, aujourd'hui, ils les cherchent encore. Et de même façon, les choses que les anarchistes et les autres combattants de la guerre d'Espagne, ils ont essayé de faire là à Barcelone, ce sont des choses qui ne sont pas passées et nous l'avons perdu. Je t'explique. Barcelone, dans le 1936, il avait presque 1 million d'habitants. Mm-hmm. Et là, il était une période où on habitait Barcelone sans les sous, sans le pouvoir et sans la propriété privée. Et ces trois choses-là, ce sont la base de notre société actuelle. Et la liaison, c'est que on doit penser où est le gap. Qu'est-ce qu'on a perdu? Oui, qu'est-ce qu'on a perdu et pourquoi? Ouais. Parce que je crois que la guerre d'Espagne, ça a été un point critique de tout le 900 et il a mis la base de la société actuelle. Aussi, pas seulement les pays qui sont entrés dans la guerre d'Espagne qui ont participé activement à la guerre d'Espagne, l'Italie et l'Allemagne avec Franco et la Russie, mais aussi celui-là qui n'ont pas participé. Et ils ont eu un poids lourd dans les décisions et dans la façon dont les choses se sont organisées par la suite. Oui, mais là, on a laissé des idées qu'il faut le reprendre. Il est temps d'y revenir. Oui, il est temps de repenser quelque chose parce que ces trois choses-là, le pouvoir, le sous et la propriété privée, c'est la base de notre société et c'est la base de notre société, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Oui. Donc, tu as eu le prix Artemisia en janvier 2018, donc il y a quelques semaines. Que représente ce prix pour toi? Ah oui, c'était un grand prix, le plus grand que les autres. Oui, je suis très heureux et j'avais beaucoup d'orgueil. Oui, de fierté. Oui, de fierté de ça. Parce que c'est important qu'il existe un prix comme ça. Et puis, quand on travaille beaucoup dans un projet, et j'ai travaillé beaucoup dans ce projet, il arrive un moment où on pense qu'on va parler des choses très intimes, très profondes, mais qu'il n'intéresse seulement soi-même. Et là... Et non, en fait, pas du tout. Et puis, les auteurs sont toujours dans son bureau, dans son table. Et quand tu travailles, tu parles pas avec personne. Et comme ça, tu arrives à penser, ce bouquin-là, il va intéresser personne. Et comme ça c'est un grand plaisir de voir que tu peux transmettre aussi et qu'il y a des gens en face qui le reçoivent. Voilà, c'est une reconnaissance. Tu as travaillé beaucoup, mais tu as fait un bon travail.
C'est vrai que cet album est magnifique. Et combien de temps il t'a fallu pour le faire? Il m'a pris 4 ans. 4 ans? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais j'avais perdu un peu de temps à l'avance parce que je suis partie d'une autre histoire. Voilà. Que et après, j'avais c'est ça. Et après, tu es revenue. Et puis, le thème, la guerre d'Espagne, il m'intéressait beaucoup. Et comme ça, je trouvais toujours de la nouvelle documentation. Et il me disait, non, mais seulement ce livre-là, puis j'ai fini. Non, seulement ce documentaire-là, et puis ça va. Bon, allez, encore un dernier, et après j'arrête. Oui, ça. Oui. Parce que 4 ans, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je vais travailler plus en vitesse. Non, après, graphiquement, c'est un chef-d'œuvre graphique. Il m'a pris du temps parce que tous les planches, ils sont dessinés 3 fois. 3 fois. D'accord, 3 fois. Parce que j'avais travaillé un peu sur les papiers et un peu avec l'ordinateur. Et dans chaque tableau, il y avait 2 passages à la main et puis un passage à l'ordinateur. Comme ça, d'accord. il est long le travail. Donc chaque planche, chaque page, retravaillée 3 fois. Oui. 4 ans. 4 ans. Oui. Ah oui. C'est en tout cas bravo, c'est vraiment magnifique. Et alors pour la petite anecdote, tu me l'as dit, comment as-tu appris le français? Oui, ça, parce que drôle. Je trouve ça formidable. Ça c'est rigolo. Oui, j'ai pas jamais étudié le français, mais je l'ai appris en lisant des BD français. Parce que j'ai toujours habité à côté de la France. Et comme ça, quand j'avais un jour, 2, 3 de vacances, j'ai passé la frontière et j'ai acheté beaucoup des bandes BD. Dessinées françaises. Oui. Donc, moralité, si on veut apprendre une langue étrangère, il faut lire des bandes dessinées dans la langue qu'on veut apprendre. Si tu veux apprendre l'italien, tu vas lire des fumetti. Eh bien, c'est noté. Oui. Merci beaucoup, Lorena. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite.